Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique, au Luxembourg et sur les réseaux sociaux. Donc, comme on vous l'avait annoncé cet après-midi dans Bamrin Conseil, on va parler du rôle de l'avocat avec Ghislaine Maître Guy. Bonjour Ghislaine. Bonjour Guylaine, ravie de revenir parmi vous. Ravie de revenir après cette longue absence. Oui. Alors donc tu reviens dans nos nouveaux locaux, on t'accueille toujours sur le soleil de Zouk TV. Très agréable, nouveauté, très plaisant. Et puis Guylaine avec ton sourire. Et je t'accueille en lunettes de soleil, puisqu'ici il faut toujours beau. Hein? Alors Ghislaine, on va parler du qu'est-ce que la profession d'avocat, le rôle de l'avocat. On va en parler, succinctement, puisque le rôle de l'avocat... Nous commençons tout de suite, alors, par le rôle de l'avocat. Qu'est-ce que c'est l'avocat? C'est déjà un auxiliaire de justice, c'est une profession réglementée et qui est organisée en ordre. Donc, nous avons une loi, je ne vais pas rentrer dans les lois, mais c'est la loi de 71 et après de 91, qui a institué les règles qui régissent cette profession. Il faut savoir que nous avons un ordre, l'ordre des avocats. Pour pouvoir s'inscrire et exercer le métier, il faut s'inscrire à l'ordre des avocats, d'accord? Ce sont les règles professionnelles qui vont permettre, l'ordre des avocats est dit que nous avons un règlement intérieur qui va gérer, si j'ose dire, nous gérer, entre guillemets, réglementer notre façon d'exercer et surtout la déontologie, donc les règles professionnelles. Et la deuxième chose, le deuxième élément, c'est que nous devons prêter serment. Et c'est... Sur la Bible? Prêter serment sur la Bible. Peut-être qu'aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe. Aux États-Unis, c'est particulier. Mais tu sais bien que nous sommes un pays laïque. D'accord. Et nous n'avons pas... nous avons fait session ou sécession, comme on veut. Toujours est-il que non, nous prêtons serment simplement. Et c'est vraiment... mais c'est la base, je dirais pas c'est la Bible, mais je dirais que c'est la base aussi de la profession. Comme pour les médecins, le serment d'Hippocrate, nous prêtons serment, devoir de conscience, de loyauté, d'indépendance, d'humanité, voilà, d'équité, ce qui est très important, parce que c'est quand même les bases de la profession. Bon, c'est une profession qui est mise à mal, parce que souvent les gens vous en veulent beaucoup, de défendre des voleurs, des tueurs, des menteurs. Je pense que les gens... Non, le problème, c'est toujours savoir de quel côté on se trouve. Si aujourd'hui, on se trouve être menteur, voleur, on est content d'avoir un avocat. Voilà, tout le monde a le droit à une défense. Voilà, madame répond. Et c'est effectivement toujours la victime qui ne comprend pas qu'on puisse défendre l'indéfendable. Mais encore quelle question éthique et philosophique, l'indéfendable. Il faut savoir qu'à la base, c'est un être humain. Quel que soit ce qu'il a commis, même si c'est vrai que ce sont des faits qui sont intolérables, c'est quand même, ça reste un être humain qui a le droit. Nous sommes quand même dans une société. Il faut qu'il y ait une justice. Et c'est ça l'équité et l'équilibre. Il faut pouvoir défendre. On va développer tout à l'heure. Alors on continue. Bonjour Joël Lamplat. Bonjour Guylaine. Bonjour, très belle chemise. Merci. Fleurie. Alors Joël, toi aussi tu reviens. On s'est vu l'année dernière. Mais toujours avec plaisir, oui. Et donc tu reviens et tu es hypnothérapeute. C'est cela. C'est ça. Donc l'hypnose, je suis hypnothérapeute. Un hypnothérapeute, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va... Dors. Un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui dit dors. Dors. Non, pas tout à fait. Ça, c'est à la télé. Oh, tu as failli m'avoir. Alors, je t'accueille aussi sur le soleil de Zouk TV. Bienvenue. Merci. C'est pour ça que j'ai mis cette belle chemise. Voilà, parfait. Pour être dans le cadre de Zouk TV. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un hypnothérapeute? Alors, c'est quelqu'un qui va permettre à des gens d'atteindre leurs buts, leurs objectifs, par le biais de l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est à la base quelque chose de naturel. On ne sait même pas que c'est naturel parce qu'en fait, on pratique l'hypnose plusieurs fois par jour sans même s'en rendre compte. Par exemple, quand on se lève le matin, on n'est pas tout à fait réveillé, on n'est pas tout à fait endormi. C'est simplement ça de l'hypnose. Donc après, ce sont des techniques... C'est quand on se dit, on se lève pas, on se lève, j'avais envie de rester dans mon lit. Voilà, on a les yeux encore pleins de sommeil, on n'est pas tout à fait réveillé. Ou un autre exemple, quand on est au cinéma, et puis... mais là, il y a des gens qui mangent leur paquet de popcorn derrière, avec du bruit, c'est assez énervant. Et puis le film commence,
Et bizarrement, on n'entend plus rien. Ouais. On ne voit plus tous les gens qui sont autour de nous. On est captivé par ce qui se passe sur l'écran, mais c'est simplement ça de l'hypnose. Et on dit souvent que les enfants sont hypnotisés, justement, quand on parle. On dit, mais ils sont hypnotisés devant ce jeu, devant des écrans. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir beaucoup plus de résultats, des résultats beaucoup plus efficaces, plus probants avec les enfants, parce qu'ils sont plus réceptifs. D'accord. Alors, donc ça peut aller de l'arrêt du tabac, de la perte de poids, ça peut être retrouver simplement l'estime de soi, avoir un peu plus de confiance, ça peut être le traitement des phobies, ça peut être gagner en performance, que ce soit en performance physique ou mentale, et puis ça peut être aussi le traitement de deuil, par exemple. Mais le deuil ne s'arrête pas à la perte de notre chair, ça peut être le deuil d'une situation ou quelqu'un qui se retrouve suite à un divorce, mais dans un état psychologique un peu particulier. Eh bien, tu vas travailler avec Ghislaine alors. Eh bien, ça va lui permettre de reprendre le dessus. D'accord. Bien. Alors, pour parler d'écran, pour parler de télé, pour parler donc de jeux vidéo, Muriel Tramis, bonjour. Bonjour Guylaine. Merci d'être là. Je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Oui, les locaux ont changé, c'est tout neuf. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé de ton livre, puisque tu es écrivaine aussi. Tout à fait, mes contes créoles et cruels. Oui, et puis c'est au cœur du gyroman. Au cœur du gyroman. C'est Couteau-Sel qui savent ça qui est un gyroman. C'est pas l'hypnothérapie, ça. C'est réel. Alors, donc Muriel Tramis, tu es ingénieure en informatique et conceptrice de jeux vidéo et de logiciels en formation. Logiciel éducatif. Oui, effectivement, c'est l'essentiel de ma carrière. Je n'ai pas toujours fait ça. Au début, j'étais dans un domaine très sérieux, l'armement, puisque je travaillais sur le contrôle des drones. Et puis très vite, j'ai eu envie d'une activité plus pacifique et je me suis dirigée vers la création, la conception de jeux vidéo et de logiciels éducatifs. Mais attends, parle-nous de ça. C'était quoi le contrôle des drones? C'est ça? Oui, tout à fait. Drones. Pour faire des essais de tir de missiles, on a besoin des drones. Et les drones prennent des mesures et font des contre-mesures. Donc, on lance le missile et on lance les drones après pour pouvoir, faire des mesures sur le tir. Et moi, j'étais chargée de contrôler ces drones, de programmer les tirs, plutôt les trajectoires, on va dire. Les trajectoires et tu faisais ça où? À l'aérospatiale. En France ou En ici? France, oui, à Châtillon-sous-Bagneux. Et les tirs d'essais de missiles se faisaient à Biscarrosse, vers l'Atlantique. C'est là qu'on tire les missiles en France. D'accord. Voilà, j'étais dans un environnement essentiellement masculin, évidemment. Toute jeune diplômée, antillaise, qui débarquait dans un milieu d'hommes. Et on fait quel métier? Non, ingénieur. Donc un bac C à l'époque? Un bac C à l'époque, tout à fait. Et des études dans une grande école d'ingénieurs. Voilà. D'accord. Bon, et tu es impressionnée. Tu es hypnotisée, là. C'est-à-dire, on dit en général que la vie ne fait pas le moine. Ah oui, ça ne se voit peut-être pas. Sauf que je suis passée par, effectivement, la conception des activités un peu plus pacifiques, parce que j'en avais un petit peu marre de travailler sur des systèmes d'armes. Et j'ai découvert d'autres univers que la technique pure, notamment le marketing et ce qu'on pouvait faire avec les images. D'accord. Et j'ai rencontré une petite start-up qui commençait à développer des logiciels éducatifs et j'ai proposé mon premier jeu, qui est un jeu vidéo antillais. Le premier, je veux dire, antillais, et le seul d'ailleurs du genre, Mais Willow et le secret de la jarre d'or. D'accord. Voilà, c'était il y a 30 ans. On va voir ça tout à l'heure. Merci. Vous voyez comment Très intéressant. Quelle chance. Quelle chance, parce que là, c'est vrai que c'est très divers. C'est vrai. Bien. Très intéressant. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas donner la parole au téléphone parce que cette émission sera riche. Donc, Ghislaine, alors, on commence avec toi. Donc, quelles sont les obligations de l'avocat? Alors, les obligations, elles résultent déjà de son serment. J'avais dit effectivement que la trame, le squelette même de l'avocat, c'est son indépendance. Après, la loyauté et la confidentialité. L'indépendance de l'avocat, c'est une profession libérale. Et l'indépendance est très importante, puisque c'est cette indépendance qui va permettre à l'avocat de conseiller et de défendre son client en toute liberté. C'est la raison pour laquelle l'avocat ne doit pas se laisser impressionner et subir des pressions de l'extérieur, mais il doit aussi œuvrer dans l'intérêt seul de son client. Le principe d'indépendance, c'est vraiment le maître mot de cette profession. Et est-ce que c'est toujours possible ?
Nous avons toujours la règle et après les cas d'espèce. Il est clair que c'est pas toujours possible. Il y a des, tu m'excuses, mais il y a une mouche qui c'est comme Barack Obama, qui veut à tout prix me perturber. Donc tu disais, est-ce que c'est possible? Il y a toujours des cas d'espèce. Il y a toujours des dossiers qui présentent des enjeux importants. Oui, c'est possible. Si on accepte et on a la force mentale de faire face à des pressions politiques, des pressions économiques, c'est toujours possible. L'homme est seul, il a son éthique, il est seul face à lui-même et à son éthique. Alors, est-ce qu'on se départit si on sait qu'on ne peut pas? On peut dire, ben non, moi je ne peux plus, là, c'est plus possible, les pressions sont trop fortes, je ne suis pas capable. Est-ce qu'on dit, ben, tant pis, finalement, les pressions sont fortes, mais je vais peut-être pencher d'un côté? C'est toujours l'avocat, derrière l'avocat, il y a l'homme. Et c'est l'homme qui décide, comme on dit, avec sa morale. Mais le principe de la dépendance de ce métier, c'est assurer un conseil et la défense de son client avec une totale impunité. L'intérêt du client prime et lui seul. Vous pouvez lui poser les questions. Moi, j'ai une question qui me vient tout de suite. On parle toujours des hommes. On parle de ténor du barreau, mais pas souvent ou jamais, enfin je n'ai jamais entendu parler de femmes qui se soient illustrées dans cette profession. Comment est-ce que vous c'est le grand débat qui se trouve dans la société. On parle maintenant aussi de cuisiniers femmes, mais très peu. Alors que c'est les femmes qui cuisinent souvent. Et c'est toujours le problème de la masculinité qui l'emporte sur le féminin. Il y a des ténors, mais alors, c'est toujours lié aussi à la vie des femmes, alors que c'est un métier qui se féminise. Il y a plus de 60%, comme les magistrats, de femmes dans ce métier. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que les femmes ne sont pas douées pour l'éloquence? Elles sont très douées. La seule chose, c'est toujours un petit peu le même principe, c'est que les femmes ont tendance, maintenant moins, mais elles ont eu toujours tendance un petit peu à avoir les deux pieds. Un dans le professionnel, un dans la vie privée. Voilà. Et c'est toujours la difficulté pour les femmes. On est professionnelle femme, mais on est aussi souvent maman et aussi mère. Donc c'est vrai qu'on a moins de temps peut-être pour briller uniquement dans le professionnel. Et les femmes qui font ce choix, souvent, mettent un peu plus dans l'ombre leur vie personnelle. Les hommes ont plus de liberté, parce que c'est souvent les femmes qui s'occupent de la maison et des enfants, et donc ils ont vraiment, comme on dit, plus d'aisance, de possibilités pour briller et s'accaparer des affaires qui sont très médiatisées. Et puis c'est vrai qu'on est encore dans ce système de société qui fait que la lumière vient plus encore sur les hommes que les femmes. Ça arrive. Hein. Les femmes commencent de plus en plus à essayer d'équilibrer les deux sphères de leur vie. Cela dit, dans notre pays, il y a quand même des femmes qui se sont illustrées oui, tout à fait. En Martinique, il y avait le trio, Maître Jacoulet, nous avons effectivement, mais c'est vrai que ce sont des femmes qui ont aussi peut-être fait un choix et qui ont peut-être un petit moment accentué leur carrière professionnelle au détriment peut-être de leur vie aussi privée, personnelle. C'est aussi souvent ce qu'une femme doit faire. L'équilibre est toujours très difficile à trouver. C'est vraiment sur un fil, c'est toujours très difficile. Surtout qu'il y a des âges où les enfants petits ont besoin de leur mère, d'une présence de leur mère tout simplement. Mais en Martinique, on avait des maîtres Jacoulet, il y avait maître Ioual, il y avait des femmes qui d'autres qui étaient connus. Par exemple, dès qu'on voulait divorcer, Maître Marceline. Oui, en Martinique, c'est vrai. Alors, c'est peut-être lié aussi à la Martinique, où effectivement, on a des figures féminines qui sont plus importantes souvent que les figures masculines. Bon, sachant quand même qu'on a eu Maître Manville, il y a eu des Maître Valère, j'étais pas encore en Martinique au barreau. Voilà, on a eu Maître Gracian, etc. Il y a eu aussi des figures masculines importantes. Mais de manière générale, je pense que vous parliez surtout des procès dont on parle qui sont médiatisés. En ce moment, on voit plus d'hommes. On a 3-4 noms comme ça qui nous viennent. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que même en matière politique, quand on voit les hommes politiques sont souvent défendus par des ténors du barreau qui sont des hommes. Voilà. Effectivement. Bon, je vais remercier mes sponsors. Je vais remercier Lissac pour mes lunettes. C'est Ghislaine qui me fait rire. Oui, avec cette bouche qui vient vers moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne la vois pas, alors je vais enlever les lunettes au 66. Oui, Victor Hugo. La couleur rouge. C'est quoi? C'est une mouche bœuf? Peut-être. C'est une
Tu dis la couleur rouge, c'est olé. T'as fait ça, Ghislaine? Je vois que tu es en pleine forme, Ghislaine. Ce sont les vacances. Bon, alors je vais remercier l'ISAC pour mes lunettes au 66 rue Victor Hugo et je vais remercier l'INSEE pour mon maquillage au 41 rue Victor Hugo. J'ai l'air... Ça te plaît, Joël? Bien sûr. Ça vous plaît, les filles? J'aurais dû y passer avant. J'aurais dû y passer avant. Alors, j'ai un cadeau pour vous, pour la fête des mères. Tu vois, on pense aux femmes, pas à toi, Joël. Hein? Ça, non, je suis Mais je ne suis pas maman, donc... C'est pareil. Aux femmes. C'est pas grave. Voilà, alors, un cadeau de e-style pour aller apprendre à vous maquiller et à trouver les produits qui vous conviennent. Merci, Guylaine. C'est beau, ça. C'est très bien, oui, c'est un beau cadeau. E-style. Donc, s'occuper de nous un peu, c'est très bien. C'est bien? Ouais. Donc voilà, e-style au 41 rue Victor Hugo à Fort-de-France. Donc la prochaine fois, pour les hommes, on ne se maquille pas. Vous avez de la chance, tu as vu, vous n'avez même pas besoin de vous maquiller. Tellement vous êtes beau, au naturel. La nature nous a... nature. Mais cela dit, la nature a bien fait les choses, des deux côtés. Merci. Alors, donc... on continue, Ghislaine. Alors souvent, tu parles du principe de loyauté, d'indépendance, et souvent, on parle aussi du principe de confidentialité. Loyauté, qui dit loyauté, dit confidentialité. La loyauté, c'est effectivement déjà de ne pas prendre des clients qui ont des intérêts qui s'opposent. Ce qui est un petit peu logique. Ça paraît tout à fait logique. Je te défends, je défends monsieur, et vos intérêts s'opposent. Mais c'est bien de le dire. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a des intérêts contradictoires, ça peut créer un problème. Et c'est lié aussi à une confiance du client. Le devoir de loyauté, il est aussi avec son client, mais aussi avec les autres confrères. Les actes de procédure doivent être communiqués. C'est le respect du contradictoire, décidément. Le respect du contradictoire, communication des pièces, communication des conclusions. C'est finalement la vie, c'est la vie de tous les jours, la loyauté. Et elle s'applique aussi dans le cadre professionnel, quelles que soient les professions. Et le devoir, effectivement, de confidentialité, dans notre profession, vous savez qu'il est important. La confidentialité, c'est effectivement de conserver, si j'ose dire, par-devers soi, toutes les informations que le client vous apporte. Confidentialité, c'est aussi le rapport de confiance. À partir du moment où vous êtes dans un cabinet, un client vous expose des faits, ils sont confidentiels. Mais la confidentialité ne s'arrête pas simplement aux éléments, aux informations que vous donne votre client, mais ce qui entoure le dossier. Ça peut être aussi, dans une affaire, la partie adverse. La partie adverse vous apporte des éléments par son avocat ou même à titre personnel, s'il n'y a pas d'obligation d'avoir un avocat. Là aussi, vous devez avoir une obligation de confidentialité. Idem si c'est un expert. Quels que soient les éléments, à partir du moment où ils résultent et ils gravitent autour d'un procès, ça peut être aussi des rédactions d'actes dans un contrat, parce que l'avocat ne fait pas que du judiciaire. Ce sont des contrats que nous pouvons signer et être établis, rédigés pour le compte du client. Nous avons une obligation de confidentialité, et qui dit confidentialité dit secret, secret professionnel. Il faut effectivement que tout reste à l'intérieur du cabinet. Et ce secret professionnel, cette obligation de confidentialité, elle s'étend aussi à votre personnel. Que ça soit la secrétaire, que ça soit l'assistante, l'avocat collaborateur, ce qui est tout à fait logique. En fin de compte, tout doit rester à l'intérieur. Ça peut remettre en cause, si des informations sont diffusées, ça peut remettre en cause toute la procédure aussi. Ça peut, tout à fait, surtout en matière pénale. Et ça peut aussi, comme on dit, vicier, si j'ose dire, un dossier, le résultat. Et d'ailleurs, on vous dit que, et c'est tellement important, que la violation du secret professionnel est un délit pénal. Nous pouvons être poursuivis. D'accord. C'est dire l'importance. Ça paraît tout à fait logique là aussi, puisque le but, c'est de pouvoir toujours établir ce rapport de confiance et que le litige ou même le contrat, vous avez des contrats qui sont très importants, contrat même de l'armement, contrat, etc. Vous imaginez si effectivement Bon, ça arrive, on sait bien qu'il y a toujours des espions, etc. Même des fuites, même si on n'est pas dans les... Mais il y a du vrai, hein, même dans les films d'action, etc. Il y a du vrai. Vous avez des données très importantes. C'est pour ça qu'il y a aussi cette protection intellectuelle, etc. C'est très important et c'est pour ça que la confidentialité est aussi, comme je dis, fait partie de la robe que nous mettons.
Idem, c'est toujours pareil, c'est les relations entre êtres humains, que ça soit professionnel ou hors professionnel. Confidentialité, c'est on partage quelque chose, tu demandes à quelqu'un c'est secret, comme on dit, c'est secret, je te dis une confidence, mais c'est secret. Eh ben, c'est bien parce que l'autre ne veut pas que ça se sache. Et là, c'est encore plus important dans notre domaine professionnel. D'accord. Très bien. Quand même. Alors, Muriel, qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur ta vidéo? On peut voir quoi? Eh bien, il y a différentes images, notamment de Mewilo de 87. Mewilo, on va voir ça? Parce que Mewilo. Ah, ça te rappelle quelque chose? Oui. Ça vient de là, effectivement. Pardon? Aïe, ça passe pas, Muriel. Je suis désolée, mais... Donne-nous un autre nom. Qu'est-ce qui passe, Yannick? Envoie, elle va commenter. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des images en 3D de Fort-de-France, comme ça, vous pouvez voir. Oui, je reconnais. Voilà. Alors ça, c'est ma 3e vie professionnelle. C'est-à-dire qu'après avoir conçu des jeux vidéo entre 87 et 2003, j'ai créé mon entreprise ici, en Martinique, et je me suis spécialisée dans la représentation en 3D de villes et de projets d'urbanisme. Mais ça a l'air beau, Fort-de-France. À Fort-de-France, il y a Saint-Pierre aussi, qui est reconstitué tel qu'il était avant l'éruption de la montagne Pelée. Et puis des décors et des animations de personnages pour mes films d'animation. Voilà, ça c'était ma 3e vie. Et j'entame là ma 4e vie, c'est-à-dire que je vais retrouver mes anciennes amours, les jeux vidéo, et je vais repartir dans la conception et la création de jeux. Et vous avez certainement eu des jeux que j'ai conçus entre les mains, comme Adi Adibou, la gamme éducative. Si vous avez eu des enfants dans votre entourage, vous avez sûrement connu Adi Adibou, qui est un succès français et européen des années 90. Voilà. Et ça, rappelle-moi ce que ça disait, Adi Adibou. Adi, ça veut dire accompagnement didacticiel intelligent. C'était la première gamme éducative à l'adresse des collégiens et des lycéens, et des écoliers aussi. Et Adibou, c'est pour les plus petits, c'était pour les plus petits, à partir de la maternelle. Et il y avait même Adibouchou, qui est pour les encore plus petits. Voilà, alors ces 3 gammes ont vraiment eu un succès incroyable, un peu partout en Europe et même aux États-Unis. D'accord. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, je reprends le flambeau, et je vais commencer par reprendre mes anciens titres, par exemple Mewilo, donc le premier jeu pour lequel j'ai eu d'ailleurs la médaille d'argent de la ville de Paris, parce que c'était une innovation à l'époque dans le numérique. C'était la première fois qu'on parlait de l'histoire des Antilles dans un jeu vidéo. Alors, jeu vidéo, ça peut faire peur parce qu'on pense tout de suite violence ou aboutissement ou les enfants collés sur les écrans. Mais il faut savoir que nous avons beaucoup de retard parce que c'est vraiment un outil de remédiation culturelle, pédagogique et qui est de plus en plus utilisé. Donc, il ne faut pas voir le jeu vidéo comme quelque chose de... Regarde là, on a une image. Ah ben voilà, Mewilo. Alors, Omélio. Alors, c'est ça que ça veut dire quoi? Effectivement, figure-toi que ce chant Omélio, ça vient de Omerio. Omerio, le prénom Mary. C'est une chanson une chanson de marin. Oui, tout à fait, de marin anglais. D'accord. Et qui a été retransformée dans notre culture. C'est devenu Mewilo. Et donc j'ai décidé de baptiser. Bien sûr, dans notre Bel Air. Oui, voilà. Dans notre Bel Air. Le Bel Air, effectivement. C'est pas du carnaval, c'est dans le Bel Air. Voilà. Donc j'ai un de mes personnages qui s'appelle comme ça, Mewilo. Oui. Et l'histoire, c'est qu'on est... C'est ce que j'avais demandé. Voilà l'histoire, je vais vous donner le pitch. On est un parapsychologue qui est appelé dans l'île, dans la Martinique, pour élucider une histoire de fantôme qui hante une habitation béquille, une habitation créole. Et la chambre est inhabitée, il y a des bruits, on ne peut pas dormir, donc, regarde, donc tu as les lamentations. Images, oui, voilà. On voit notamment le théâtre de Saint-Pierre, parce que ça se passe à Saint-Pierre. D'accord. Et on aperçoit 2 de nos personnages. Il y a un banquier au premier plan, Valentin de Ronan, et en arrière, vous avez Séraphine Moreau, qui est la lavandière, qui nous donne plein de tuyaux, plein de détails parce qu'elle est lavandière chez les béquets. Donc elle connaît tous les petits secrets, voilà. Donc c'est un prétexte, ce jeu,
qui est plus une enquête historique pour se déplacer dans Saint-Pierre et découvrir toutes les strates de la société créole du XXe siècle, du début du XXe siècle, parce que ça se situe en 1900, avant l'éruption de la montagne Pelée, qui, je vous rappelle, était la catastrophe la plus meurtrière, la catastrophe naturelle la plus meurtrière du XXe siècle. Et dire que ça s'est produit presque 30 000 morts parce qu'il y avait des élections et qu'il ne fallait pas quitter la ville. Donc voilà ce que la politique peut engendrer. Donc on a un petit peu oublié que ce qu'était Saint-Pierre à l'époque, ou alors on ne s'en souvient que sous ces dehors dramatiques, alors que c'était une ville très riche, animée sur le plan économique évidemment, avec le commerce du sucre du rhum, et puis politiquement bien sûr, les premiers gens libres de couleur commençaient à avoir de l'importance sur le plan politique et commençaient à se battre pour leurs droits. Donc et puis une vie culturelle aussi très riche, avec le théâtre. Voilà. Alors c'est tout ça. C'était le chef-lieu de Fort-de-France. Voilà, c'était pas la capitale. Non, la capitale. C'était pas la capitale, mais c'était effectivement la capitale économique et culturelle à l'époque. Et tous les gens de la Caraïbe venaient, et même d'ailleurs, d'Amérique et d'Europe venaient là se détendre. Et donc on retrouve tout ça dans ce jeu. Voilà, on retrouve ça dans le Saint-Pierre d'avant. Vas-y. Voilà. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants de quel âge? Alors voilà, c'est une bonne question parce que c'est un jeu qui va rapprocher les générations parce que ça s'adresse autant, j'ai l'habitude de dire, entre 13 et 113 ans. Autant les jeunes pour qui ça peut être un élément d'apprentissage finalement, sans douleur, parce qu'il y a une vraie énigme, enfin une vraie chasse au trésor. Des enquêtes, une enquête vraiment avec des énigmes. Le pont de pierre, on voit là. Voilà, c'est la Roxelane qui La Roxelane sur effectivement, le pont de pierre, le pont Roche en fait, le vrai nom. Donc on s'est appuyé sur des documents d'époque, autant en 1987 qu'aujourd'hui en 2018, 30 ans après, les documents d'archives pour reconstituer la ville telle qu'elle était. Et j'utilise aussi les images 3D que j'ai fabriquées il y a déjà 10 ans. Lorsque j'ai commencé à travailler dans la 3D aussi. D'accord. Et c'est disponible, ce jeu? Il est disponible? Alors, on est en plein développement. Il est prévu pour Noël 2018. Très bien, super. Et j'ai besoin de vous. Parce que j'ai lancé un crowdfunding, une souscription. D'accord. Et je demande, c'est une espèce de précommande. C'est-à-dire que vous payez le jeu en avance. Du crowdfunding. Voilà. Et vous recevrez le jeu à Noël. Et ça va coûter combien ce jeu alors en crowdfunding? Alors en crowdfunding, à partir de 10 euros. 10 euros, c'est le prix pour avoir le jeu. Ça y est, je suis preneuse. Pour avoir le jeu je suis preneuse. dans son entièreté. Mais vous pouvez nous aider un peu plus en donnant, par exemple, 25 euros, vous aurez la bande-son en plus. 50 euros, vous aurez le livre d'art qui explique tous les choix artistiques avec des illustrations inédites qu'on n'a pas dans le jeu, mais qu'on peut avoir après dans un livre. Et puis, il y a des t-shirts aussi pour 75 euros. Pour 100 euros, vous pouvez avoir votre t-shirt personnalisé avec votre slogan, si vous voulez, vos illustrations. Pour 125 euros, vous aurez le jeu dans sa boîte. C'est des choses qu'on ne fait plus. Puisque quand je vous dis le jeu à 10 euros, c'est le jeu téléchargé. Alors que maintenant, le jeu dans sa boîte, avec la belle illustration, avec la notice, avec tout dedans, comme on faisait avant et comme on vendait les jeux sur les étagères avant, pour 125 euros. Et même, alors suprême, si vous voulez vraiment nous aider à fond, 1000 euros vous permet d'être dans le jeu. D'être un personnage du jeu. Alors on vous modélise, on vous représente un personnage du jeu. Avec ta tête, tais-toi. Avec ta tête. Avec votre profession si vous voulez, ou au contraire on vous proposera différentes professions. Voilà, si vous voulez être avocate dans le jeu. Pourquoi pas? C'est déductible d'impôt. On a un notaire, on a vraiment toute une palette de métiers et qui ont une importance dans le jeu parce qu'ils vont donner des indices pour résoudre cette histoire de fantôme. Il n'y a pas un hypnothérapeute. Il peut y avoir un hypnothérapeute puisque nous sommes joueurs. Il y a un québoiseur. Ça n'a rien à voir. Attention là. Il y a grand nombre, mais comme nous sommes un parapsychologue, on peut très bien avoir affaire à un hypnothérapeute pour pouvoir. Alors, ce n'est pas de la parapsychologie. Non, je sais bien. Mais c'est très intéressant parce que je dirais que c'est un moyen ludique de se réapproprier notre histoire. Absolument. Et d'intéresser les enfants. Et d'intéresser les adultes aussi. Exactement. Alors, au niveau de l'éducation nationale, je pense que vous allez
On va essayer, bien sûr. Je lance un appel d'ailleurs à tous les enseignants, parce que je cherche aussi à impliquer des écoles, des écoliers, et pour m'aider, pas seulement m'aider, mais c'est pour donner leurs idées pour le scénario, ce qu'ils aimeraient voir, de quoi ils aimeraient qu'on parle, pour l'écriture. Mais il faut que tu ailles au lycée, Victor Anne. J'y suis allée à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, oui, parce tout que à là, fait. c'est la Mecque. Absolument, je suis déjà en contact avec effectivement le Saint-Pierre. Et puis, et même des classes d'anglais, parce que le jeu sera en plusieurs langues, en français et en anglais d'abord. Donc, s'il y a des enseignants qui veulent faire travailler leurs élèves sur un projet d'anglais, on peut tout à fait travailler sur la traduction parce qu'il y a des mots créoles typiques, il y a des tournures typiques sur lesquelles il faut travailler, qu'il faudra traduire. Super. Et puis, j'en profite aussi pour dire que j'aimerais bien faire une expérience avec les personnes qui ont un handicap moteur ou des malvoyants, parce que c'est peut-être l'âge qui fait ça. Je m'intéresse beaucoup à ceux qui ont moins d'accès au numérique aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de travaux sur des interfaces aux personnes handicapées. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse de faire cette expérience, et puis aussi vers l'autisme, parce que on a remarqué que les logiciels éducatifs pouvaient beaucoup aider les enfants, ceux qui ont des problèmes d'expression et tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit personnage, Adibou, dont j'en parlais tout à l'heure, a fait beaucoup de bien aux écoliers parce qu'il introduisait un lien affectif entre l'enfant, entre l'apprenant et ce petit personnage virtuel. Et donc, ça débarrasse un petit peu de tous les freins qu'on peut avoir avec l'enseignant ou avec les parents. Et les enfants ont fait des bons spectaculaires, des progrès spectaculaires avec ces petits personnages virtuels. Donc, je pense que le jeu vidéo peut vraiment être utilisé sur le plan thérapeutique et pédagogique. Voici une bonne application du jeu vidéo. Ne pas craindre le jeu vidéo, c'est vraiment un outil qu'il faut maintenant maîtriser. Et nous sommes en retard, nous, Français, par rapport ne serait-ce qu'aux Québécois. Les Québécois ont vraiment basé leur éducation là-dessus. Et Mewilo, j'ai appris que Mewilo est utilisé dans les universités américaines pour l'enseignement. Je suis en contact avec une historienne en Californie, à San Diego, qui m'a dit qui m'a contacté d'ailleurs, qui voulait connaître l'auteur de Mewilo et qui m'a dit qu'elle l'utilisait, et au Québec aussi. Super, bravo. Oui, vraiment, j'avoue, je suis. Donc il ne faut pas avoir peur. Nous avons des univers, des personnages, nous avons vraiment de quoi développer tout un monde imaginaire, créatif, et qui peut servir de base dans notre environnement local, mais aussi à l'international. Voilà. Et le contact se fait comment? Par site internet? Oui, par site internet. Mais je dois dire qu'en France, il y a l'université de Lorraine qui m'a invitée pour justement faire une conférence sur ça, sur les jeux expressifs. Donc en France aussi, nous sommes reconnus. Donc, alors je fais un appel aussi aux mécènes, aux sponsors. On a besoin d'argent pour développer tous ces jeux, et voilà. Donc, vous pouvez aussi défiscaliser. N'oubliez pas, tous ceux qui payent l'ISF, par exemple, peuvent défiscaliser dans l'entreprise. Mon entreprise s'appelle Sensastic Prod. Sensastic, comme TIC, Sensastic Prod. D'accord. Voilà. Et on peut te retrouver sur Internet? Oui, tout à fait. Alors, le site de Mewilo, je donne l'adresse, www, bien sûr. Oui. Mewilo, M-E-W-I-L-O, 30. Attends, M-E. W-I-L-O. Tout collé, 30. Le chiffre 30. 30, TH. TH. 30e, parce que c'est le 30e anniversaire. .com. Ça, c'est notre site. Ok, www.mewilo30th. Voilà. .com. Et si vous voulez envoyer vos dons, je peux donner mon adresse postale? Si tu veux, sait-on jamais, bien sûr. Bon, alors, Muriel Tramis, donc, 100 rue René Garcin. 100 rue René. Pardon, Raymond Garcin. Raymond Garcin. 100 rue Raymond Garcin, 97 200 Fort-de-France. Très facile. 97 200 Fort-de-France. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez un téléphone si les gens veulent te contacter. Oui. Alors mon mobile 06 96 06 96 95 70 32. Ben, c'est super. Ben, j'espère qu'on n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, vous m'appelez. Nombreux, écrire, et puis toutes sortes de propositions. Voilà, je suis ouverte à toutes sortes d'expériences. Voilà. Bon, alors... C'est l'avantage de cette émission, parce qu'on découvre des choses extraordinaires. Toujours. J'ai toujours des invités sensationnels. Alors, Joël,
Si j'ai une addiction, puisqu'aujourd'hui on parle des addictions avec l'hypnose, comment on peut traiter ça? Si j'aime boire, si j'aime manger, si j'aime... Là, c'est pas un défaut. Oui, parce que bon, manger, ça dépend. Si j'ai une addiction au sexe... Alors, les addictions, effectivement, sont traitées... Ah bon, la mouche, c'est chez moi maintenant. Oui, elle fait le tour. Elle va finir par s'épuiser. En fait, l'hypnose permet de traiter toutes les addictions, toutes formes d'addiction, que ce soit l'addiction au tabac, aux différentes drogues, à l'alcool, et puis les addictions un peu moins conventionnelles, celles dont on entend un peu moins parler, l'addiction au travail, l'addiction au sexe, l'addiction sous toutes ses formes, on va dire. La base reste toujours la même, puisqu'il s'agit de conditionnement psychologique, de conditionnement, de vrai conditionnement, qu'elle ne traite pas forcément. Dans le cadre du tabac, par exemple, on n'arrive pas à arrêter de fumer forcément par des patchs, par des trucs. Ce sont des apports supplémentaires que l'on fait pour traiter l'aspect physiologique des choses. Quand tu dis apports supplémentaires, c'est les patchs, les trucs voilà, comme ça. C'est-à-dire que quand on remplace le tabac, le fait de fumer par des nicorettes ou des chewing-gums ou par le truc... voilà, alors... La vaporette. J'insiste, ça c'est encore plus dangereux que la cigarette. Les gens ne le savent pas. Parce que quand les vaporettes, les cigarettes électroniques. Parce qu'en fait, on insuffle, on respire en fait des vapeurs d'huiles essentielles, des choses très chimiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous prenez un diffuseur, vous mettez un peu d'huile essentielle dedans, au bout d'un moment, ça se solidifie. Et quand on retire, mais ça craque. C'est exactement la même chose qui se passe avec ce genre de produit, c'est que le produit va s'installer sur les alvéoles des poumons, et puis dans une dizaine d'années, on va commencer à avoir les problèmes que ça génère. Les patchs, c'est bien, ça diffuse de la nicotine, mais ça n'enlève pas l'envie de fumer. C'est ça le souci. Le danger des patchs, c'est qu'il y a la colle qu'il y a autour qui se diffuse aussi dans l'organisme. Donc l'aspect, je dirais, substitut ne résout pas le problème de l'arrêt du tabac. Le problème du tabac, c'est vraiment un conditionnement psychologique. On est tous conditionnés à fumer depuis notre enfance, en fait. On ne le sait pas. Comment depuis notre enfance? Un bébé n'est pas conditionné à fumer quand même. Oui, mais quand on est en âge de pouvoir comprendre les choses, eh bien on est conditionné. Je prends un exemple très simple. Quand on voit des adultes qui fument, un adulte pour lequel on a de l'admiration, ça peut être un père, une mère, un oncle, ou même à la télé, ou même un acteur qu'on a vu. Ou bien une star. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'un gamin va se dire? J'aimerais ressembler à cette personne. Mais s'il voit que cette personne fume, il se dit dans sa tête, mais j'ai le style. Pour devenir adulte, il faut fumer. Et tu veux bien prendre le style. Parce j'ai le style. Voilà le geste que l'on fait quand on prend une cigarette. Ben voilà, voilà. Quand on joue au cowboy aux Indiens, c'est exactement ça. On est en train de se... Alors, dans l'argot, on dit se faire fumer quelqu'un, c'est le tuer. Eh ben, à un moment, c'est la cigarette qui vous fume. C'est plus vous fumer. Donc, c'est travailler sur ces conditionnements. Ils sont plusieurs. C'est plusieurs éléments qui viennent s'engrammer dans le cerveau, dans parfois ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient qui gère la partie inconsciente, l'inconscient qui gère toutes les fonctions biologiques automatiques. Par exemple, quand quelqu'un dort, son cœur continue à battre, il continue de respirer, sa circulation, sa température continue d'être régulée. Et tout ça, tous ces éléments-là, ce sont l'inconscient qui va gérer ça. Donc, l'hypnothérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler sur ces aspects de conditionnement et les déprogrammer de façon à ce que la personne retrouve le contrôle de sa vie, retrouve son indépendance. Donc, tu vas lui demander qu'est-ce qui vous a poussé à fumer? Que la première fois que non, je vais lui dire ce qui l'a poussé à fumer. C'est pas la même chose. Je vais décortiquer avec cette personne, qu'est-ce qui l'a poussé à fumer. Tiens, Ghislaine, une question pour toi. Pour avoir été une grosse fumeuse, il y avait quand même un plaisir. Alors, il y avait un grand plaisir, déjà même dans la gestuelle, l'aspiration, le fait et le goût. Donc, oui, il y avait aussi cette notion de plaisir. C'était pas non plus une douleur ou une souffrance. Fumer était un plaisir. Tu étais une grande fumeuse? Oui. Combien tu fumais par jour? À un moment, je fumais 2 paquets, et après 2 par semaine, et puis après un paquet par semaine. Oui. Étudiante, et puis après un paquet par semaine, et puis je me suis arrêtée. C'est énorme.
Mais c'est vrai qu'il y avait un plaisir. Alors, le plaisir en question, là j'insiste sur cette notion-là, parce que vous faites bien de le dire, parce que, en fait, le plaisir, ce n'est pas un plaisir, c'est le fait qu'on associe la cigarette à un plaisir. C'est ça le vrai plaisir. Ça veut dire que remarquez bien ce que vous faites quand vous partagez un bon moment avec des amis, quand vous prenez votre petit déjeuner avec votre café, le petit café bien chaud qui parfume les narines, et puis quand vous prenez un verre avec des amis, ou vous avez fait un bon repas, vous êtes passé un bon moment, vous prenez la cigarette. En fait, le fait d'associer la cigarette à un moment de plaisir, vous prenez la cigarette pour du plaisir. Mais quel est le plaisir dans la cigarette? Vous aspirez de la fumée, vous brûlez quelque chose qui brûle à des degrés relativement élevés, ça sent mauvais, ça coûte cher. Oui, ça sent mauvais. Voilà. Moi qui fume pas, j'ai été fumeur, donc je sais de quoi je parle. J'ai été fumeur, donc si vous voulez, c'est pas. Je me suis rendu compte que c'est les associations qu'on faisait qui sont les vrais plaisirs. Ce n'est pas la cigarette. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment? Il se dit, je prends plaisir à fumer. Mais en fait, il n'y a aucun plaisir là-dedans. Donc c'est comme les enfants qui sont conditionnés, parce qu'en Martinique, chaque fois qu'on boit de l'alcool, chaque fois qu'on fait de la fête, c'est autour de plaisir, autour d'un anniversaire, Et du coup, l'alcool est associé à la fête, donc on ne peut pas faire de fête sans alcool. Mais pire que ça, regardez ce qui se passe pour certains enfants, des gamins en bas âge. Mais souvent, vous avez des parents, je trouve ça aberrant. Ils vont tremper le doigt dans la coupe de champagne et puis ils vont mettre ça sur les lèvres. Même lors du baptême, on faisait ça. Voilà, mais ça veut dire que vous conditionnez un gamin déjà à l'alcool avec ce simple geste-là. Donc, l'hypnose permet de contrecarrer ça. Mais il y a même des adultes qui donnent à un enfant allumer une cigarette pour eux. Oui. Ah oui, ça. Mais moi, je n'ai jamais fumé. J'ai jamais trouvé de plaisir dans... J'ai essayé une ou deux fois et ça m'a pas. Voilà, moi je suis comme Muriel, par exemple. J'ai des gens qui fumaient autour de moi. J'ai essayé de fumer, mais je trouvais ça tellement dégueulasse, des menthols. Alors, quelle différence il y a entre des personnes comme nous qui Mais vous avez été conditionné quelque part, puisque vous avez voulu essayer. Oui, mais on n'a pas trouvé de plaisir. Mais je me suis dit, mais on est d'accord. Heureusement qu'il y a des gens qui ne fument pas. Donc il y a des gens qui ne passent pas ce cap. Non, il y a des gens qui arrivent à rester. Remarquez, les gens en général fument à partir de l'adolescence. Parce que c'est à ce moment-là que l'adolescent est en train de se construire. Et puis d'un autre côté, il a emmagasiné toutes ces informations. Donc il est déjà conditionné. Et puis, il y a un aspect spécifique aux ados, c'est que, quand on se construit, on devient rebelle. Voilà. Mes parents ne veulent pas que je fasse ça, mes parents ne veulent pas que je fasse ci, je vais faire ça. Mes parents ne veulent pas que je fume, je vais fumer. S'affirmer. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, le phénomène d'addiction s'établit, s'installe, et ça devient une habitude, on ne peut plus s'en passer. Regardez, pour illustrer mon propos, vous avez des gros fumeurs, vous avez déjà peut-être dû assister à ce genre de scène, qui ont une cigarette à la bouche et qui vont chercher dans le paquet un autre pour en allumer, alors qu'ils ont déjà une cigarette dans la bouche. Ça prouve bien qu'il y a un effet de conditionnement. Et parfois, c'est un mégot qui allume l'autre. Ben oui, mais donc tout cela, c'est déprogrammé pas reprogrammer, mais permettre à la personne de reprendre simplement le contrôle de sa vie, quoi. Parce que c'est véritablement une perte de contrôle, la cigarette. Alors, et ça se passe en combien de séances, cette déprogrammation? Alors, j'ai l'avantage de pouvoir permettre aux gens d'arrêter de fumer en une séance. Non. Une séance. En une séance. La plupart des gens qui sont venus me voir ont arrêté dès la première séance. Quelle que soit l'addiction, l'importance de l'addiction. Parce qu'il y a plusieurs stades dans l'addiction. Oui, même s'ils fument depuis 30 ans. Mais la programmation et le conditionnement est le même. Le plus bel exemple que j'ai, c'est une dame de 75 ans qui est venue me voir, qui avait commencé à fumer à 20 ans. Elle était à un petit peu plus de 2 paquets par jour, ce qui est énorme. Oui, c'est énorme. Et elle a arrêté le soir. Donc, ce qui était marrant, c'est qu'elle avait laissé un paquet chez elle au cas où. C'est vrai, comme tout bon fumeur. Et puis, le soir, elle m'appelle en larmes. Elle me dit, voilà, j'avais laissé un petit peu, comme si elle a été prise sur le fait, quoi. Et j'ai passé ça sous l'eau, j'ai tordu le paquet et je l'ai jeté à la poubelle. Et j'étais très heureux pour elle à ce moment-là.
c'était pas ma victoire, c'était sa victoire, mais j'étais vraiment très heureux à ce moment-là. Je me suis dit, wow, c'est une dame qui a fumé pendant plus de 30 ans. À cet âge-là, on dit, mais quand on a pris des habitudes, au bout d'un moment, ben, c'est pas... Eh ben, ça prouve bien que le cerveau est conditionné et il peut se libérer de ce conditionnement. On ne reprend pas? Non, cette dame a arrêté depuis plus d'un an et demi. Moi, j'ai arrêté, je me suis dit, ma première cigarette, je l'ai fumée à 7 ans. J'avais des feux. Non, 7 ans. 7 ans. Vous savez pourquoi? Ouais, là, c'est précoce. Les frères. Oui, j'avais 2 frères qui fumaient et mon père était un gros fumeur. Et un jour, mes frères me disent, tiens, viens essayer. Alors, tu fais comme ça, tu aspires, tu fais... Et quand j'ai fait, là, j'ai failli mourir. Je m'en souviens encore ce jour. Et après, bon, j'ai fumé un peu plus tard. Bon, j'ai pas fumé régulièrement à cet âge-là. J'ai pris une bouffée qui a failli me tuer ce jour-là. Mais par la suite, j'ai commencé à fumer. Et je me suis dit, au bout d'un moment... et je me levais, quand j'étais étudiant, je me levais la nuit pour fumer. Je me levais pour travailler parce que j'avais une période aux alentours de 2 heures du matin où j'étais le plus performant pour apprendre. Je prenais ma cigarette. Je faisais énormément de sport. Comment expliquez-vous, je pense qu'on se pose, qu'en une séance, ça c'est ma question, en une séance, une personne qui a fumé depuis l'âge de 20 ans, qui a 75 ans, a pu être sevré. C'est la déprogrammation. Alors justement, mais la déprogrammation, comment... Oui, voilà. Il n'y a pas que l'aspect mental, psychique. Oui, c'est l'aspect le plus dur, le plus difficile, c'est l'aspect psychologique. Le plus dur dans le fait de fumer, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que l'addiction, l'effet nicotine, la nicotine est dans votre sang, c'est quelque chose d'hydrosoluble. Ça veut dire que si vous buvez beaucoup d'eau, vous avez des moyens, en mangeant certains fruits par exemple, vous pouvez éliminer très rapidement la nicotine que vous avez dans le sang. C'est-à-dire cette dépendance à la nicotine, elle s'en va très très rapidement. C'est pas le plus dur, la nicotine. Vraiment, et ce que les gens ne savent pas, c'est que le papier dans la cigarette, c'est pas le tabac, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. C'est le papier qui brûle. C'est le papier qui brûle. Parce que le papier, c'est du monoxyde de carbone pur que vous allez vous ingérer bien. Mais on dit qu'ils mettent des additifs aussi. Et ils trempent le papier. Le pire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est du papier c'est une substance hyper toxique et hyper cancérigène. Oui. Et ce papier qui est trempé, et quand vous l'aspirez sous forme de fumée, mais il y a un effet physiologique. Mais ces 2 effets physiologiques, que ce soit la nicotine ou le papier ou le produit qui est dans ce papier, mais c'est quelque chose qui peut disparaître très rapidement. Oui, on le voit bien, parce que quand tu as arrêté de fumer, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as arrêté de fumer, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté en 3 fois. Ah bon? Une première fois, toujours à cause d'un mauvais rhume, mauvais rhume, être complètement bronche, voilà. Donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion. Donc, pourquoi ne pas arrêter? Alors, il est vrai que je n'aime pas être dépendante de quelque chose de l'extérieur. C'est vrai que aussi, mais en même temps, il y avait le plaisir de fumer. Parce que moi, oui, même si c'était effectivement une création mentale, ce plaisir, on le crée. Donc, rhume, etc., j'ai arrêté. Et puis, après, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui fumait. Je dis, tiens, juste une bouffée, comment on fait Et puis, d'une bouffée à l'autre, d'une deuxième, d'une troisième, on repart. Deuxième fois, pareil, le même à peu près processus. Et puis, la troisième fois, je me suis dit, ah non, là, quand même, maintenant, il ne faut pas que tu sois dépendant. Tu peux pas. C'est toi qui dois décider, etc. Sachant en plus qu'avec l'âge, il y a les rils, c'est pas bon, enfin, il y a tout. Donc, il y a eu une volonté de se dire, non, c'est pas... De se dire d'arrêter. Oui, c'est pas la fumée, des cigarettes qui va me contrôler, c'est moi qui décide. Voilà. C'est exactement ça, c'est une reprise de contrôle. Et ce qu'il faut savoir, c'est le côté obscur de la chose, c'est que, en fait, quand on a fumé une fois, on est fumeur à vie, quoi. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement refumer à n'importe quel moment. Ça, c'est une chose. Mais la déprogrammation, enfin, je n'appelle pas de la déprogrammation, c'est en fait déconditionner pour que la personne puisse reprendre le contrôle. C'est-à-dire, la technique que j'ai mise au point, c'est bien pour ça qu'elle est très efficace, elle marche en une séance, c'est parce que tout cet aspect-là est pris en compte. Et parfois même des aspects personnels qui font que, eh bien, on peut
manquer parfois de confiance. Et c'est simplement renforcer ces aspects-là et permettre à la personne de reprendre sa vie en main. Et c'est valable pour toutes les autres addictions parce que le principe fonctionne exactement de la même façon. Au niveau du cerveau, ce sont exactement les mêmes zones du cerveau qui sont impactées, quelle que soit l'addiction. Que ce soit l'addiction au sucre. Moi, je sais que je t'avais vu pour le chocolat. Oui, et j'ai été surprise de ne plus manger du chocolat comme je faisais. Tu manges plus de chocolat? Non, j'en mange comme ça, mais pas acheter des tablettes comme j'achetais systématiquement des courses avec des tablettes de chocolat. Tous les derniers chocolats qui sortaient, je les connaissais. Et maintenant, je vais prendre plaisir à prendre un carré, mais pas manger la tablette. Avant, j'ouvrais la tablette, je mangeais de la tablette. Je mangeais la tablette entière. Mais pour les problèmes de poids, c'est incroyable comment... en une fois. Une question. Alors, si effectivement c'est efficace, pourquoi ce n'est pas la méthode utilisée pour les addictions drogue dure, puisque ça serait, comme on dit, l'idéal. Alors, je traite également les problèmes d'addiction aux drogues dures, enfin aux drogues tout court, parce que ce soit cannabis, que ce soit crack, c'est le fléau de notre société aujourd'hui, parce que ça touche surtout, enfin, les gens que je vois, ce sont des gamins entre 15 et 25 ans. Les parents ne savent plus quoi faire. Et là encore, c'est une technique c'est pas tout à fait la technique pour l'arrêt du tabac. C'est quelque chose de plus, je dirais pas plus costaud, mais voilà, les gamins, ils arrêtent tout de suite parce que là, c'est vraiment une partie du cerveau qui est impactée avec ce système En fait, les addictions aux drogues, c'est simplement un système de reconnaissance, un système de récompense. Et c'est une zone particulière du cerveau qui sera impactée. Donc, en hypnose, on va travailler avec cette partie du cerveau pour permettre aux gens de pouvoir se détacher, de se libérer de ces problèmes d'addiction. Alors, un numéro de téléphone, parce qu'on me fait signe. Ça pose quoi? Le mot de la fin, ça pose? Alors, le mot de la fin, c'est que j'ai créé un site qui est dédié à l'arrêt du tabac, qui s'appelle objectif0tabac.com. Alors, Objectif Zéro Tabac, le tout collé. Objectif0tabac.com. Voilà. Donc, ce site, c'est une séance, c'est la technique d'hypnose que j'utilise. Donc, je l'ai modélisé et j'ai réalisé un fichier MP3, enfin un support MP3. Donc, cette méthode est téléchargeable et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Je l'ai testé avec des gens qui n'étaient pas là. L'idée m'est venue parce que j'ai traité des Guyanais qui étaient de passage, qui ont arrêté de fumer. Ils disent, ouais, mais tu devrais venir en Guyane. J'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc j'ai mis ça, je l'ai envoyé, ils ont testé et ça a fonctionné. C'est aussi efficace que si j'avais la personne si tu es en face. Alors je me suis dit, ben, pourquoi pas lancer un site internet et puis et donc on peut télécharger la méthode. On peut télécharger la méthode. D'accord. Donc la méthode, c'est toi qui parles, Exactement. On peut télécharger le thérapeute, quoi. Voilà. On peut télécharger le thérapeute. Objectif0tabac.com. Mais c'est pas généreux. C'est généreux de donner la méthode comme ça. Non, c'est payant. Ah, c'est payant. Ah oui, je suppose, oui, d'accord. C'est en finance. Ça coûte bien sûr moins cher qu'une séance, parce que déjà, le travail est déjà fait. Quand je reçois quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'anamnèse, toute une découverte à faire avant. Il y a tout un travail. Enfin, ça ne veut pas dire que sur cette méthode, il n'y a pas de travail. Non, c'est simplement la méthode qui a été modélisée et c'est un support que les gens pourront utiliser et ça marche. Autant la première aussi efficace. Aussi efficace, parce que la personne ne peut pas. Il n'y a pas une interaction. Quand vous êtes là physiquement présent, il y a quand même aussi une interaction qui se fait, ne serait-ce qu'au regard, la posture, la gestuelle. Alors que là, la personne, elle est devant son écran, elle n'a pas ce répondant. Alors, vous êtes sous hypnose, ça veut dire que vous écoutez avec un casque, vous êtes dans les mêmes conditions, exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, ce qui change, c'est qu'il n'y a pas peut-être cette découverte qui est faite auparavant. Mais pour l'arrêt du tabac, c'est une méthode qui fonctionne. Ça a été testé sur plus de 10 personnes et ça a fonctionné de la même façon.
Alors, un numéro de téléphone pour ceux qui veulent te téléphoner quand même. Oui, le 06 96 25 81 68. 68. Voilà. Donc, la personne, il faut qu'elle, quand elle télécharge la méthode, qu'elle ait un casque, et ça se passe avec un casque. Exactement. Et tu lui donnes toutes les informations nécessaires pour que se déroule bien la séance. Exactement. Alors, ce que j'ai mis en ligne, par contre, c'est un exercice qui va vous permettre de vous recentrer, qui est en ligne gratuitement. Et ça, on peut retrouver ça sur ma page Facebook qui est Institut de développement, c'est un petit peu long, Institut de développement et de bien-être Canucci. Alors, Canucci, K-A. De développement et de bien-être. Tu ne peux pas faire plus court? Canucci, si. Non. si on tape Institut Canucci, on tombe sur la page. Voilà. Institut Canucci. Canucci. K-A-2-N. U-S-H-I. U-S-H-I. Et ça veut dire quoi, Canucci? Alors, Canucci, c'est, en japonais, c'est la personne qui est chargée de l'entretien des temples. Étant donné que l'être humain, c'est un temple. Voilà. On est tous d'accord. D'accord. Ah ben, merci beaucoup. Ah ben, c'est moi. J'avais encore une question. Vite, on me fait signe, vas-y. Est-ce que la méthode est plus efficace si la personne est plus réceptive ou pas? S'il y a quelqu'un qui n'y croit pas trop, qui est un petit peu hermétique, est-ce que la méthode va fonctionner? Partons du principe qu'on fait tous de l'hypnose. Un doute, que la personne soit doute. Voilà. Ah ben, va lui téléphoner au 06 96 25 81 68. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Joël. Merci. Cette émission sera rediffusée vendredi matin de 9h à 10h. Et merci à Yannick, merci à François, merci à Hervé de m'avoir aidé à réaliser cette émission. Et merci à Lissac pour mes lunettes et E-Style pour mon maquillage. Merci, bye bye. Il me booste, les garçons, il faut que je raccroche. Bye bye. Au revoir.